Chapitre 4 de la troisième partie, les foules électorales. Les foules électorales, c'est-à-dire les collectivités appelées à élire les titulaires de certaines fonctions, constituent des foules hétérogènes, mais comme elles n'agissent que sur un point bien déterminé, choisir entre divers candidats, on ne peut observer chez elles que quelques-uns des caractères précédemment décrits. Les caractères des foules qu'elles manifestent surtout sont la faible aptitude au raisonnement, l'absence d'esprit critique, l'irritabilité, la crédulité et le simplicisme. On découvre aussi dans leurs décisions l'influence de meneurs et le rôle des facteurs précédemment énumérés, l'affirmation, la répétition, le prestige et la contagion. Recherchons comment on les séduit. Des procédés qui réussissent le mieux, leur psychologie se déduira clairement. La première des conditions à posséder pour le candidat est le prestige. Le prestige personnel ne peut être remplacé que par celui de la fortune. Le talent, le génie même ne sont pas des éléments de succès. Cette nécessité pour le candidat de posséder du prestige, c'est-à-dire de pouvoir s'imposer sans discussion, est capitale. Si les électeurs, dont la majorité est composée d'ouvriers et de paysans, choisissent si rarement un des leurs pour les représenter, c'est que les personnalités sorties de leur rang n'ont pour eux aucun prestige. Quand par hasard ils nomment un de leurs égaux, c'est le plus souvent pour des raisons accessoires, par exemple pour contrecarrer un homme éminent, un patron puissant dans la dépendance duquel se trouve chaque jour l'électeur et dont il a ainsi l'illusion de devenir pour un instant le maître. Mais la possession du prestige ne suffit pas pour assurer au candidat le succès. L'électeur tient à ce qu'on flatte ses convoitises et ses vanités. Il faut l'accabler des plus extravagantes flagorneries, ne pas hésiter à lui faire les plus fantastiques promesses. S'il est ouvrier, on ne saurait trop injurier et flétrir ses patrons. Quant au candidat adverse, on doit tâcher de l'écraser, en établissant, par affirmation, répétition et contagion, qu'il est le dernier des gredins, et que personne n'ignore qu'il a commis plusieurs crimes. Inutile bien entendu de chercher aucun semblant de preuve. Si l'adversaire connaît mal la psychologie des foules, il essaiera de se justifier par des arguments, au lieu de se borner à répondre aux affirmations par d'autres affirmations, et il n'aura dès lors aucune chance de triompher. Le programme écrit du candidat ne doit pas être trop catégorique parce que ses adversaires pourraient le lui opposer plus tard. Mais son programme verbal ne saurait être trop excessif. Les réformes les plus considérables peuvent être promises sans crainte. Sur le moment, ces exagérations produisent beaucoup d'effets, et pour l'avenir, elles n'engagent en rien. Il est d'observation constante en effet que l'électeur ne s'est jamais préoccupé de savoir jusqu'à quel point l'élu a suivi la profession de foi acclamée, et sur laquelle l'élection est supposée avoir eu lieu. Nous reconnaissons ici tous les facteurs de persuasion que nous avons décrits. Nous allons les retrouver encore dans l'action des mots et des formules dont nous avons déjà montré le puissant empire. L'orateur, qui sait les manier, conduit à volonté les foules où il veut. Des expressions telles que l'infâme capital, les vils exploiteurs, l'admirable ouvrier, la socialisation des richesses, etc., produisent toujours le même effet, bien qu'un peu usé déjà. Mais le candidat qui trouve une formule neuve, bien dépourvue de sens précis, et par conséquent pouvant répondre aux aspirations les plus diverses, obtient un succès infaillible. La sanglante révolution espagnole de 1873 a été faite avec un de ces mots magiques au sens complexe que chacun peut interpréter à sa façon. Un écrivain contemporain en a raconté la genèse en termes qui méritent d'être rapportés. Nous le citons. Les radicaux avaient découvert qu'une république unitaire est une monarchie déguisée, et pour leur faire plaisir, les Cortés avaient proclamé d'une seule voix la République fédérale, sans qu'aucun des votants eût pu dire ce qui venait d'être voté. Mais cette formule enchantait tout le monde. C'était une ivresse, un délire. On venait d'inaugurer sur la terre le règne de la vertu et du bonheur. Un républicain, à qui son ennemi refusait le titre de fédéral, s'en offensait comme d'une mortelle injure. On s'abordait dans les rues en se disant « Salud y Republica fédérale », après quoi on entonnait des hymnes à la sainte indiscipline et à l'autonomie du soldat. Qu'était-ce que la République fédérale ?
Les uns entendaient par là l'émancipation des provinces, des institutions pareilles à celles des États-Unis, ou la décentralisation administrative. D'autres visaient à l'anéantissement de toute autorité, à l'ouverture prochaine de la grande liquidation sociale. Les socialistes de Barcelone et de l'Andalousie prêchaient la souveraineté absolue des communes. Ils entendaient donner à l'Espagne 10 000 municipes indépendants, ne recevant de loi que d'eux-mêmes, en supprimant du même coup et l'armée et la gendarmerie. On vit bientôt dans les provinces du Midi l'insurrection se propager de ville en ville, de village en village. Dès qu'une commune avait fait son pronunciamiento, son premier soin était de détruire le télégraphe et les chemins de fer pour couper toutes ses communications avec ses voisins et avec Madrid. Il n'était pas de méchant bourg qui n'entendit faire sa cuisine à part. Le fédéralisme avait fait place à un cantonalisme brutal, incendiaire et massacreur, et partout se célébrait de sanglantes saturnales. Fin de citation. Quant à l'influence que pourraient avoir des raisonnements sur l'esprit des électeurs, il faudrait n'avoir jamais lu le compte-rendu d'une réunion électorale pour n'être pas fixé à ce sujet. On y échange des affirmations, des invectives, parfois des orions, jamais des raisons. Si le silence s'établit pour un instant, c'est qu'un assistant au caractère difficile annonce qu'il va poser au candidat une de ces questions embarrassantes qui réjouissent toujours l'auditoire. Mais la satisfaction des opposants ne dure pas bien longtemps, car la voix du préopinant est bientôt couverte par les hurlements des adversaires. On peut considérer comme type des réunions publiques les comptes-rendus suivants pris entre des centaines d'autres semblables et que j'emprunte aux journaux quotidiens. Nous citons « Un organisateur ayant prié les assistants de nommer un président, l'orage se déchaîne. Les anarchistes bondissent sur la scène pour enlever le bureau d'assaut. Les socialistes le défendent avec énergie. On se cogne, on se traite mutuellement de mouchards, de vendus, etc. Un citoyen se retire avec un œil poché. Enfin, le bureau est installé tant bien que mal au milieu du tumulte et la tribune reste au compagnon X. L'orateur exécute une charge à fond de train contre les socialistes, qui l'interrompent en criant « crétin, bandit, canaille », etc., épithète auquel le compagnon X répond par l'exposé d'une théorie selon laquelle les socialistes sont des idiots ou des farceurs. Le parti almaniste avait organisé hier soir à la salle du commerce, rue du Faubourg du Temple, une grande réunion préparatoire à la fête des travailleurs du 1er mai. Le mot d'ordre était « calme et tranquillité ». Le compagnon G traite les socialistes de crétins et de fumistes. Sur ces mots, orateurs et auditeurs s'invectivent et en viennent aux mains. Les chaises, les bancs, les tables entrent en scène, etc. Fermez les guillemets. N'imaginons pas un instant que ce genre de discussion soit spécial à une classe déterminée d'électeurs et dépende de leur situation sociale. Dans toute assemblée anonyme, quelle qu'elle soit, fût-elle exclusivement composée de lettrés, la discussion revêt facilement les mêmes formes. J'ai montré que les hommes en foule tendent vers l'égalisation mentale, et à chaque instant, nous en retrouvons la preuve. Voici comme exemple un extrait du compte-rendu d'une réunion exclusivement composée d'étudiants que j'emprunte à un journal. Ouvrez les guillemets. Le tumulte n'a fait que croître à mesure que la soirée s'avançait. Je ne crois pas qu'un seul orateur ait pu dire 2 phrases sans être interrompu. À chaque instant, les cris partaient d'un point ou de l'autre, ou de tous les points à la fois. On applaudissait, on sifflait, des discussions violentes s'engageaient entre divers auditeurs, les cannes étaient brandies, menaçantes, on frappait le plancher en cadence, des clameurs poursuivaient les interrupteurs, à la porte, à la tribune. Monsieur C. prodigue à l'association les épithètes d'odieuse et lâche, monstrueuse, vile, vénale et vindicative, et déclare qu'il veut la détruire, etc. Fermez les guillemets. On pourrait se demander comment, dans des conditions pareilles, peut se former l'opinion d'un électeur. Mais poser une pareille question serait se faire une étrange illusion sur le degré de liberté dont peut jouir une collectivité. Les foules ont des opinions à imposer, jamais des opinions raisonnées.
Dans le cas qui nous occupe, les opinions et les votes des électeurs sont entre les mains de comités électoraux dont les meneurs sont le plus souvent quelques marchands de vin, forts, influents sur les ouvriers, auxquels ils font crédit. Savez-vous ce qu'est qu'un comité électoral, écrit un des plus vaillants défenseurs de la démocratie actuelle, M. Scherer? Tout simplement, la clé de nos institutions, la maîtresse-pièce de la machine politique. La France est aujourd'hui gouvernée par les comités. Aussi n'est-il pas trop difficile d'agir sur eux pour peu que le candidat soit acceptable et possède des ressources suffisantes. D'après les aveux des donateurs, 3 millions suffirent pour obtenir les élections multiples du général Boulanger. Telle est la psychologie des foules électorales. Elle est identique à celle des autres foules, ni meilleure ni pire. Aussi ne tirerai-je de ce qui précède aucune conclusion contre le suffrage universel. Si j'avais à décider de son sort, je le conserverais tel qu'il est, pour des motifs pratiques qui découlent précisément de notre étude de la psychologie des foules, et que pour cette raison je vais exposer. Sans doute, les inconvénients du suffrage universel sont trop visibles pour être méconnus. On ne saurait contester que les civilisations ont été l'œuvre d'une petite minorité d'esprits supérieurs constituant la pointe d'une pyramide, dont les étages, s'élargissant à mesure que décroît la valeur mentale, représentent les couches profondes d'une nation. Ce n'est pas assurément du suffrage d'éléments inférieurs, représentant uniquement le nombre, que la grandeur d'une civilisation peut dépendre. Sans doute encore, les suffrages des foules sont souvent bien dangereux. Ils nous ont déjà coûté plusieurs invasions, et avec le triomphe du socialisme, les fantaisies de la souveraineté populaire nous coûteront sûrement beaucoup plus cher encore. Mais ces objections théoriquement excellentes perdent pratiquement toute leur force si l'on veut se souvenir de la puissance invincible des idées transformées en dogmes. Le dogme de la souveraineté des foules est, au point de vue philosophique, aussi peu défendable que les dogmes religieux du Moyen-Âge, mais il en a aujourd'hui l'absolue puissance. Il est donc aussi inattaquable que le furent jadis nos idées religieuses. Supposez un libre penseur moderne, transporté par un pouvoir magique en plein Moyen-Âge, croyez-vous qu'après avoir constaté la puissance souveraine des idées religieuses qui régnaient alors, il eût tenté de les combattre ? Tombé dans les mains d'un juge voulant le faire brûler sous l'imputation d'avoir conclu un pacte avec le diable ou d'avoir été au Shabbat, eût-il songé à contester l'existence du diable et du Shabbat ? On ne discute pas plus avec les croyances des foules qu'avec les cyclones. Le dogme du suffrage universel possède aujourd'hui le pouvoir qu'eurent jadis les dogmes chrétiens. Orateurs et écrivains en parlent avec un respect et des adulations que n'a pas connu Louis XIV. Il faut donc se conduire à son égard comme à l'égard de tous les dogmes religieux. Le temps seul agit sur eux. Il serait d'ailleurs d'autant plus inutile d'essayer d'ébranler ce dogme qu'il a des raisons apparentes pour lui. Nous citons : dans les temps d'égalité, dit justement Tocqueville, les hommes n'ont aucune foi les uns dans les autres à cause de leur similitude. Mais cette même similitude leur donne une confiance presque illimitée dans le jugement du public, car il ne leur paraît pas vraisemblable qu'ayant tous des lumières pareilles, la vérité ne se rencontre pas du côté du plus grand nombre. Fin de citation. Faut-il supposer maintenant qu'avec un suffrage restreint aux capacités si l'on veut, on améliorerait les votes des foules ? Je ne puis l'admettre un seul instant, et cela pour les raisons que j'ai déjà dites de l'infériorité mentale de toutes les collectivités, quelle que puisse être leur composition. En foule, les hommes s'égalisent toujours, et sur des questions générales, le suffrage de 40 académiciens n'est pas meilleur que celui de 40 porteurs d'eau. Je ne crois pas du tout qu'aucun des votes tant reprochés au suffrage universel, tels que le rétablissement de l'Empire par exemple, eût été différent si les votants avaient été recrutés exclusivement parmi des savants et des lettrés. Ce n'est pas parce qu'un individu sait le grec ou les mathématiques, est architecte, vétérinaire, médecin ou avocat, qu'il acquiert sur les questions sociales des clartés particulières. Tous nos économistes sont des gens instruits, professeurs et académiciens pour la plupart. Est-il une seule question générale, protectionnisme, bimétallisme, etc., sur laquelle ils aient réussi à se mettre d'accord ?
c'est que leur science n'est qu'une forme très atténuée de l'universelle ignorance. Devant des problèmes sociaux ou entre de si multiples inconnus, toutes les ignorances s'égalisent. Si donc des gens bourrés de science formaient à eux seuls le corps électoral, leurs votes ne seraient pas meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Ils se guideraient surtout d'après leurs sentiments et l'esprit de leur parti. Nous n'aurions aucune des difficultés actuelles en moins, et en plus nous aurions sûrement la lourde tyrannie des castes. Restreint ou général, sévissant dans un pays républicain ou dans un pays monarchique, pratiqué en France, en Belgique, en Grèce, au Portugal ou en Espagne, le suffrage des foules est partout semblable, et ce qu'il traduit souvent, ce sont les aspirations et les besoins inconscients de la race. La moyenne des élus représente pour chaque pays la moyenne de la race. D'une génération à l'autre, on la retrouve à peu près identique. Et c'est ainsi qu'une fois encore, nous retombons sur cette notion fondamentale de race, déjà rencontrée si souvent, et sur cette autre notion qui découle de la première, que les institutions et les gouvernements ne jouent qu'un rôle insignifiant dans la vie des peuples. Ces derniers sont surtout conduits par l'âme de la race, c'est-à-dire par les résidus ancestraux dont cette âme est la somme. La race est l'engrenage des nécessités de chaque jour, tels sont les maîtres mystérieux qui régissent nos destinées.